L'empereur ferait le dîner dans l'embarras de ce que nous dirions a dit que puisqu'il était reconnu que nous n'avions pas assez d'esprit pour faire chacun notre conte ou histoire, nous devions nous condamner de moins à choisir chacun à notre tour notre lecture du soir. Et il a commencé par indiquer pour son compte le poème de la pitié de la veille Dalila. Il a trouvé le vers bien fait, le langage pur et agréable, mais pourtant c'était encore observé sans création et sans chaleur. C'était supérieur de versification à Voltaire, sans doute, mais bien loin encore de nos autres grands maîtres. 29. L'empereur a déjeuné dans le jardin et nous y fait tout appeler. Après dîner, il a fait quelques tours de promenade. Il était en gaieté. Il nous présentait tour à tour. L'un c'était sur la beauté et l'élégance de son logement, à l'autre sur les sommes que le gouverneur avait payées pour lui, que la balayette de son enfant avait grossir encore. À moi, sur le goût que le gouverneur semblait prendre à mes lettres d'échange, qu'il portait à désirer que les autres en fissent autant. Il riait et s'amusait beaucoup de nos récriminations. Le temps qui a changé subitement avait entré l'empereur presque aussitôt. Après dîner, l'empereur a lu quelques passages de Milton traduits pour la veille de l'île. Ils ont trouvé la versification fort inférieure au poème de la pitié. Et en effet, c'était un ouvrage des commandants et souscrit par un certain nombre d'intéressés durant l'émigration du poète à Londres. Pendant toute la promenade en calèche, la conversation roulait sur nos rois et leur maîtresse, Madame de Montespan, de Pompadour, de Barry. On a vivement discuté le principe des opinions étant différentes et tous les a chaudement défendu. L'empereur s'était amusé à flotter alternativement entre les opinions. Il a fini concluant, toutefois, en l'honneur de la morale. 30. L'empereur a fait tabler de bonne heure pour déjeuner avec lui. Il était triste, soucieux, peu causant. Les paroles ne venaient pas. Les heures ayant révélé la situation de Londres et de mon émigration. L'empereur m'a dit qu'on peut fixer un sujet et trouver une distraction. Mais à Londres, vous devez avoir vu la queue. Les rois, les princes de Galles, M. Pitt, M. Fox et d'autres grands personnages qui figuraient en l'or. Dites-moi ce que vous en savez. Quelle était l'opinion? Faites-moi une historique. Si votre majesté oublie en ce moment ou n'a peut-être jamais bien su la position d'un émigré à Londres, j'ai doute qu'on nous eût reçu à la queue. Les bons vieux George III était plein d'intérêt pour nos malheurs individuels, mais il répugnait fort à nous avouer politiquement. Et tout en voulu nous y recevoir, nos moyens de nous permettions pas de paraître. Je n'ai donc pas été à la queue. Toutefois, j'ai vu la plupart de ceux qui mentionnent votre majesté, et surtout, j'en ai entendu beaucoup parler. J'ai vu et entendu le roi de très près plusieurs fois à la chambre des pairs, les princes de Galles, dans les mêmes circonstances et de plus dans les cercles de la capitale. Et puis, il n'en est pas de Londres comme de la France. Il ne retrouve pas cette immense distance entre la queue et la masse de la nation. Le pays est si ramassé, les lumières si générales, l'éducation si rapprochée, les onces si communes, la sphère d'activité si rapide que toute la nation semble être dans le même lieu et sur le même plan. Et qu'à la vue de cet ensemble, qu'on pourrait dire distinguer, on est tenté
de se demander où est le peuple, ce qui est en effet la question que l'on prête à Alexandre lors de sa visite à Londres. Il en résulte donc qu'ayant vu beaucoup de monde de toutes les classes, de tous les états, de toutes les opinions, je dois avoir reçu des notions que nécessairement pouvant faire approcher de la vérité. Malheureusement, alors, je m'occupais peu d'observer et de recueillir, et je crains bien aujourd'hui le là, dans si longtemps, ne vient confusionner ma mémoire. Georges III était le plus honnête homme de son empire. Ses vertus privées les rendaient un peu tous un objet de vénération profonde, une extrême moralité. Un grand respect pour les lois feront le principal caractère de toute sa vie. Roi à 20 ans, et vivement épris des charmes d'une belle écossaise de la première péri du pays. On craignait feu qui ne voulut l'épouser, mais il suffit de lui rappeler que c'était contraire à la loi. Elle était consentie dès cet instant à épouser celle qu'on lui désignerait. Ce fut une princesse de Mecklenburg. Dans sa douleur, il la trouva fort laide et elle l'était en effet beaucoup. Néanmoins, Georges III est demeuré toute sa vie un époux exemplaire. Jamais on ne lui a connu la moindre distraction. L'avènement de Georges III était une véritable révolution politique en Angleterre. Les prétendants ayant fini, la maison de Hanovre se trouvait désormais assise. Les Whigs qui l'avaient placé sur le trône feront avisser de l'administration s'étayant de surveillant incommode dont on n'avait plus besoin. Elle fut récessive par les Tories et ses amis du pouvoir qui l'ont toujours conservé depuis au grand détriment de la liberté publique. Toutefois, le roi, personnellement, était exempt de passion à cet égard. Il aimait sincèrement les lois, la justice et surtout le bien-être et la prospérité de son pays. Si l'Angleterre a pris un parti si violent contre notre Révolution française, c'est bien moi, à Georges III, qu'il faut s'en prendre et qu'à M. Pitt, qui en fut le véritable bout de feu. Celui-ci était mu par la haine extrême qu'il portait à la France, héritage de son père, le grand Chatham, est aussi par une vive tendance vers le pouvoir et l'oligarchie. Monsieur Pitt, au moment de notre révolution, était l'homme de la nation. Il gouvernait l'Angleterre. Il entraîna le roi qu'on gagnait toujours par des faits. Et il faut revenir que les excès et les cieux de notre début étaient su ce rapport des armes bien favorables aux dispositions et à l'éloquence de M. Pitt. Sire, il est à croire qu'ici, infortuné Georges III eût conservé sa raison, votre majesté en eut à la fin tiré aussi un grand parti, parce qu'elle lui présentait d'autres faits et qui s'y seraient rendus. Georges III avait sa nature et sa mesure de caractère. Elle était en harmonie avec ses conceptions intellectuelles. Il voulait savoir être convaincu. Une fois sa route prise, il était difficile de le faire sortir. Toutefois, ce n'était pas impossible. Son bon sens laissait des grandes ressources. Ça va le dire, sous ce rapport était un flot pour nous, un flot pour l'Europe, un flot pour l'Angleterre même, qui commence à revenir de la haute opinion qu'elle avait professée pour M. Pitt, dont elle ressent aujourd'hui les funestes erreurs. Ce fut le premier accès de la maladie du roi qui fixa la réputation de M. Pitt dans son crédit, à peine au-dessus de 25 ans. Il osa lutter seul contre la masse de ceux qui abandonnaient le roi, les croyants perdus, contre la masse de ceux qui s'étaient de proclamer son incapacité pour se saisir du pouvoir. Sous son
jeune successeur. Cette conduite rendit M. Pitt l'idole de la nation. C'est la belle époque de sa vie, et son plus de triomphe a été son grand édit de conduire George III à Saint-Paul à Lyon, rendre grâce à Dieu de sa guérison au milieu d'un concours immense de peuples ivres de joie et de satisfaction. L'on ne doutait pas que M. Pitt n'eût été en cette occasion le véritable sauveur du roi ainsi que le sauveur de la paix publique, car l'expérience prouva que George III avait la capacité de régner encore, et l'on ne doutait pas que si la régence eût été organisée ainsi que le prétendait l'opposition, cette capacité eût été difficilement reconnue par la suite et eût sans doute donné lieu à une guerre civile. J'ai souvent entendu dire que le dérangement mental de George III n'était pas une folie ordinaire, que son aliénation ne venait pas précisément de l'affection locale des cerveaux, mais bien de l'engourdissement des vasos qui est conduisant un dérangement produit par une maladie depuis longtemps particulière à cette famille. Son mal, disait-on, était plutôt chez lui du délire que de la folie. La cause cessant, le prince retrouvait aussitôt toutes ses facultés et avec autant de force que si elles n'avaient subi aucune interruption. C'est ce qui explique ses nombreuses rechutes et ses nombreux rétablissements. On n'en donnait peu preuve à la force mentale qui avait lui être nécessaire pour pouvoir, à l'instant de sa première convalescence, supporter la pompe, le spectacle de la population de Londres, réanimée sur son passage et remplissant l'air de ses acclamations.